Merci beaucoup. D'abord, merci pour votre invitation dans une maison qu'à l'évidence je connais bien. Alors le sujet est un sujet qui est... j'essaierai à la fois de m'y conformer et de m'en évader lorsque ça me paraîtra nécessaire pour des raisons pédagogiques. C'est un sujet qui me dérange toujours. Celui qui consiste à aborder un concept important comme celui de laïcité, un principe républicain, en le rapportant à une réalité identitaire de nature religieuse. D'autant plus qu'à l'heure actuelle, lorsque on opère ce type d'analyse, ce type de mise en confrontation du principe laïque et d'une religion, il est rare qu'on l'opère pour l'ensemble des religions et dans des conditions identiques. Je serais amené à vous parler, par exemple, de laïcité et religion catholique, ça n'intéresserait personne. Ou je ferai de l'histoire. Je ferai de l'histoire essentiellement. J'évoquerai la façon dont la République s'est affranchie du principe d'autorité incarné par l'Église catholique. J'aurais à évoquer la laïcité et la religion protestante. Je ne le ferai pas, je demanderai à mon ami Patrick Cabanel de le faire, puisqu'il a beaucoup écrit sur la question, etc., etc. Ça veut dire que évoquer le rapport entre laïcité et islam, c'est beaucoup plus que de tenter de confronter un principe républicain avec une identité de nature cultuelle. Il y a à l'arrière-plan une forme de démarche archétypale. L'islam étant considéré comme, bien sûr, une religion, ce n'est douteux pour personne, mais également comme un phénomène social, sociétal, inducteur de comportement qui, beaucoup plus que la croyance elle-même, que personne ne connaît et qui n'intéresse pas, enfin qui intéresse les musulmans, qui intéresse les spécialistes des religions, mais qui n'intéresse pas ceux qui s'intéressent au rapport laïcité-islam. Je pense en particulier aux laïcs de l'interdiction qui aujourd'hui veulent mettre à distance l'islam. Ce qui les préoccupe, c'est la traduction en termes de comportement alimentaire, comportement vestimentaire, qui apparaîtrait de nature à troubler je ne sais quelle identité nationale, puisque je reviendrai sur le concept d'identité, qui est un concept à la fois utile, mais extrêmement dangereux à manipuler sur le terrain philosophique. Donc, non pas gêne, mais je commence toujours par l'expression de cette prudence méthodologique. Lorsqu'on veut parler de cette relation, il faut savoir que le débat est un peu piégé. Et il faut admettre qu'il est piégé et donc essayer de le dépiéger ensuite. Ce sera peut-être l'objet de mon intervention. Je voudrais articuler mon propos autour de trois moments principaux. Puisqu'on m'a demandé de parler de laïcité et d'islam, je pense qu'il n'est pas inutile d'avoir d'abord un regard au-delà des frontières, parce que la question du rapport entre laïcité et islam, elle se pose principalement, au moins au départ, dans l'espace des pays musulmans. Donc, après tout, est-ce que l'islam serait insusceptible d'être soluble dans une logique de sécularisation de la société ou éventuellement de laïcisation ? Je ne suis pas très long là-dessus, mais simplement faire quelques rappels un peu géopolitiques. Je pense que ce n'est pas inutile. Et puis ça éclaire un peu aussi la façon dont s'opère la réception de la réalité musulmane dans le cadre de l'espace républicain, puisque quantité de représentations construites à partir de considérations géopolitiques sont à l'œuvre lorsqu'on évoque en France choc des civilisations, toutes ces conneries, non, enfin, toutes ces postures qui, à un moment déterminé, ont été adoptées, la question du Proche-Orient, enfin, il y a toute une série de problèmes particuliers qui font qu'on ne peut avoir une véritable lecture de ce qui se joue dans l'espace républicain qu'avec une curiosité minimale de ce qui existe dans l'univers des pays musulmans. J'évoquerai en second lieu, parce que c'est quand même l'objet central de ce qui nous intéresse, le rôle, la place, la considération accordée à l'islam dans l'espace républicain et les problématiques qui aujourd'hui sont induites par ces considérations, ce regard. Et je tenterai
de revenir sur un certain nombre de notions fondatrices, dont la réinterpellation, me semble-t-il, est indispensable aujourd'hui, si on veut faire de vrais progrès dans l'approche que l'on peut faire du traitement de cette relation entre l'islam et l'espace républicain. Alors d'abord, le regard au-delà des frontières. Alors je rappellerai simplement que l'islam, c'est pas uniquement, quelles que soient les affirmations parfois un petit peu rapides des uns et des autres, une religion ou une culture qui se développe uniquement dans l'espace des pays arabes. La relation arabe-musulman, enfin, qui est une relation qui très souvent nous est renvoyée au visage, est une relation qui a historiquement du sens, bien évidemment. On sait où est née la religion musulmane, on sait dans quel espace elle s'est développée, mais oui, certes, il y a un islam maghrébin, un islam macréchien, un islam proche-oriental. Oui, mais il y a un islam subsaharien, il y a un islam indonésien, il y a un islam perse, il y a un islam afghan, et je pourrais décliner à l'envi les espaces géographiques divers au sein desquels l'islam s'est développé. Et sans vouloir entrer dans le détail, je reviens un petit peu au chapitre que j'ai consacré à la question dans mon ouvrage sur la laïcité. La question est traitée différemment. Le traitement indonésien n'est pas le traitement qui prévaut dans la péninsule arabique. Il y a... si je vais raccourcir aussi l'explication, lorsque je me suis intéressé au modèle indonésien, j'ai eu la surprise de retrouver quelque chose qui était de l'ordre des religions reconnues, des cultes reconnus, un petit peu, pas l'identique du système concordataire français, mais un petit peu, sauf qu'il y en avait 5, et non 4 comme dans l'espace défini par le concordat. Quantité de pays musulmans, de culture musulmane, sont des pays qui également peuvent afficher avec une très grande fierté dans leur constitution le principe de laïcité. Quasiment tous les pays d'Afrique francophone ont un article 1er de la Constitution qui est la reprise quasiment à l'identique de l'article 1er de la Constitution de 1958. Le Mali est une république indivisible, difficile aujourd'hui de l'admettre, démocratique, laïque et sociale. Je ne sais pas si c'est un pays démocratique, j'en doute, je connais un peu le Mali. Je ne sais pas quelle est la dimension de la politique sociale qui est conduite, et je m'interroge sur la réalité d'une pratique laïque au sein de... Mais il y a les mots, il y a les actes, donc peu importe. Si on regarde d'un petit peu près ce qui se passe ailleurs, dans les pays musulmans, on se rend compte qu'on n'est pas enfermé dans cette vision un petit peu racornie, caricaturale, d'un islam arabe essentiellement développé dans des pays objets de la colonisation occidentale. Enfin, si on devait résumer les choses, c'est un peu comme ça qu'elle se présente. Et un juriste que je connais bien, qui est un juriste tunisien, Ali Mesghani, il n'y a pas très longtemps, a publié un ouvrage que je trouve très intéressant, qui s'intitule « L'État inachevé », où il essaie d'expliquer ce qui se joue et qui peut parfois poser problème dans les pays musulmans. Alors, il a une affirmation qui peut être soumise à débat, mais je la trouve, là aussi, sur le terrain pédagogique, pas totalement inutile. Ils disent, dans les pays musulmans, et notamment dans les pays du Maghreb et du Macrèche, avec le retentissement que cela a pu avoir dans la péninsule arabique ou ailleurs, deux révélations se sont trouvées à un moment déterminé en conflit. La révélation que tout le monde connaît, la révélation au prophète et du prophète, et cette autre révélation paradoxale qui est l'intervention de Bonaparte, qui amène l'idée de modernité. Il dit depuis ce temps-là, l'islam se trouve travaillé par ces deux éléments de révélation, et il a des difficultés à essayer de se mettre à jour entre les deux, puisqu'il y en a une qui est incontestable, l'autre qui est contestable, par ailleurs importée de l'extérieur. Il ajoute par ailleurs, deuxième élément qui pose problème, c'est que beaucoup de pays musulmans, même s'ils sont des États, conservent une difficulté à identifier une réalité nationale, au sens que nous l'entendons, et c'est le conflit entre la nation et l'Oumma, qui serait un élément important, rendant difficile très souvent pour l'État d'assumer la plénitude de ses compétences. En clair, l'État dans les pays musulmans, selon Ali Mesghani, aurait quelques difficultés, pour reprendre la formule de Max Weber,
à assumer la compétence de la compétence, à intégrer la compétence de la compétence. Il y a toute une série de domaines, compte tenu de la révélation religieuse, qui lui échapperaient. Alors, ça peut être le statut des personnes, ça peut être une série d'éléments, et tous les États qui ont essayé d'en sortir l'ont fait de façon difficile, de façon réversible. Je prends l'exemple de la Tunisie avec non seulement le code du statut personnel de 56, mais également le code des obligations de 1909, qu'on oublie un petit peu et qui est encore plus intéressant que le code du statut personnel de 1956, et avec en permanence une difficulté qui tient, alors c'est pas Ali Mesghani qui le dit, mais je pense qu'on peut le dire, à jusqu'à présent une incapacité à lier, ce qui me paraît indispensable, logique de mise à distance du religieux et logique démocratique. Et je pense que les deux sont indissolubles. Il ne peut pas y avoir de laïcité sans démocratie. Ce qui me conduit à dire que Saddam Hussein n'a jamais été un laïc, que Bachar al-Assad, enfin on s'en doutait avant, mais bon, aujourd'hui on a la preuve, n'est pas un laïc ni un démocrate, et on pourrait multiplier les exemples, avec une conséquence qui est intéressante, c'est que très souvent la contrainte politique a pour conséquence de situer la revendication musulmane la plus radicale dans une forme d'opposition, ce qui se complète également d'une gestion du social par les communautés religieuses musulmanes et qui rend difficile aujourd'hui à la fois la structuration d'une vraie société civile et la possibilité, cette société civile étant structurée, d'avoir un vrai débat démocratique et d'avoir de vraies pratiques démocratiques, enfin là aussi avec toute la prudence utile. Je pense qu'on ne peut pas reprocher à qui que ce soit ou que ce soit de mettre du temps. On doit simplement rappeler que dans notre univers occidentalo-centré, éclairé par les lumières du XVIIIe siècle, il a quand même fallu un siècle pour et un peu plus même, entre 1789 et l'article 1er de la Déclaration et la loi de 1905, pour que véritablement les espérances d'une mise à distance du religieux se traduisent effectivement dans les textes et ultérieurement dans les pratiques. Mais il y a, alors je fermerai la parenthèse aussi parce que je pourrais être très long, mais il y a, lorsqu'on regarde l'islam à l'extérieur, quelque chose qui trouble justement du fait de cette difficulté de développement d'une pratique démocratique et d'une tension permanente entre ce que Ali Mesghani appelle les deux révélations. Alors certains ont tenté de donner substance sur le terrain politique à la révélation napoléonienne ou napoléonide, avec ce qu'il donne comme élément symbolique qui est la campagne d'Égypte. Ce furent notamment les nationalismes arabes, mais avec là aussi l'incapacité à traduire cela sur le terrain démocratique. Alors cette réalité musulmane qui vit son déploiement, ses interrogations, ses questionnements dans ce univers qui, me semble-t-il, ne peut pas aujourd'hui être considéré comme inapte à recevoir le message émancipateur de la laïcité. Je pense que ce serait inconcevable de considérer qu'il y aurait une sorte d'impossibilité native de l'islam à être réceptif à cette idée de mise à distance du religieux. Et je vous renvoie au très bon documentaire de Nadia El-Fani, Laïcité Inch'Allah, où elle démontre bien que c'est plus pour des raisons souvent conjoncturelles que pour des raisons de principe que ces pays se trouvent aujourd'hui confrontés à cette difficulté à se révéler aptes à opérer une mise à distance du religieux par rapport à l'État et par rapport à la société civile. Mais ça ne veut pas dire que l'opération ne s'opérera pas et que n'est pas à l'œuvre une société civile qui est en train aujourd'hui d'opérer un certain nombre d'avancées. Alors cet islam, cette catégorie de l'islam, elle a trouvé place au sein de l'espace républicain français. Et là, je voudrais un petit peu revenir en arrière pour essayer de comprendre comment s'est opérée la réception de l'islam
comment aujourd'hui se posent les questionnements relatifs à la place de l'islam dans l'espace républicain. Ce qu'il faut poser, me semble-t-il, comme principe, c'est que la laïcité telle que nous la concevons dans l'espace républicain français est le produit d'un consensus idéologique fondé sur la présence d'une religion dominante, titulaire d'un véritable pouvoir social. Et la démarche de laïcisation qui, juridiquement et symboliquement, semble se clôturer par l'adoption de la loi du 9 décembre 1905, elle ne se clôture pas par cette loi, mais symboliquement, c'est l'acte fort qui finalement nous fait basculer dans une vraie mise à distance du religieux. Cette logique de laïcisation est une logique de laïcisation qui avait en quelque sorte du grain à moudre lié au fait qu'il fallait s'affranchir, ou affranchir la République, ou affranchir le pays d'un pouvoir social qui était le pouvoir social de l'Église catholique. Et ça explique notamment que tout au cours du XIXe siècle, la guerre des deux France fut une guerre des deux jeunesses, c'est-à-dire qu'il s'agissait de soustraire la formation des consciences, d'où la question scolaire, qui est la question principale au départ. La séparation, c'est anecdotique par rapport à la question scolaire. Et encore aujourd'hui, on peut considérer que la question de la formation des consciences est la question centrale. Mettre à distance le pouvoir social de l'Église dans sa fonction de formation et dans sa fonction de solidarité, en clair. Les faire sortir de l'école, les faire sortir de l'hôpital. C'était la préoccupation majeure. C'est la lutte contre la congrégation, comme on le disait au XIXe siècle. Mais ça dans une ambiance, comme je l'ai indiqué, de connivence idéologique. La culture politique française est irriguée par cette surplombance de la catholicité. Et la laïcité n'a pas fait disparaître la culture fondée sur la catholicité en France. Calendrier, tout ce qu'on voudra. Enfin, la France a une... et Alain Boyer pourrait le confirmer. Dans son ouvrage, il y a des choses fort intéressantes, notamment sur le calendrier grégorien, qui sont démonstratifs du fait que il y avait un véritable accord. En clair, que pour résumer, la séparation s'est faite entre l'Église catholique et la République. C'est une séparation des Églises et de l'État, mais ceux qui commettent l'erreur de dire la séparation de l'Église et de l'État ne commettent pas une véritable erreur, puisque c'est cette séparation entre l'Église catholique et l'État qui a été opérée. Donc une connivence idéologique tellement forte, alors avec quelques religions minoritaires, mais elles ne sont pas si loin que ça, les religions minoritaires, les religions protestantes. Elles sont dans l'univers de la chrétienté, même si elles ne sont pas dans l'univers de la catholicité. La religion juive, elle est différente, puisqu'il y a, de la part de la catholicité, une sorte d'antisémitisme presque de principe, qui va se révéler notamment très fortement lors de l'affaire Dreyfus, mais on n'est pas très loin il y a une vraie présence de la religion juive ou des juifs dans l'espace européen et dans l'espace français en particulier. La preuve en est précisément de ce phénomène régulier de pogroms qui, ici ou là, vont se manifester tout au cours de l'histoire européenne. Il y a un deuxième élément, au-delà de cette connivence idéologique, mais qui participe également. Alors, pour revenir à la connivence idéologique, elle explique aussi que les législateurs de 1905, étaient amenés à considérer que, non pas la question de l'islam, mais la question des colonies, article 43, devait être traitée séparément, et en particulier par des décrets. Et il y a notamment un décret fort intéressant consacré à l'Algérie, qui souligne que les quatre anciens cultes reconnus bénéficient du principe de séparation. La religion juive ayant un statut un peu particulier depuis les décrets Crémieux, je n'entre pas dans le détail de cette histoire particulière de la religion juive dans les colonies, notamment en Algérie, mais que la religion musulmane doit être soumise à un statut particulier, un statut de contrôle. Entre nous, si la République avait eu l'intelligence d'appliquer le principe de séparation à l'islam en 1905, je pense que beaucoup des questions qui aujourd'hui nous sont posées et que nous avons des difficultés à résoudre seraient non pas résolues nécessairement, mais pourraient être traitées différemment.
À côté donc de cette connivence idéologique et de cet entre-soi en quelque sorte qui est le produit de la construction du modèle laïque français, ou de l'expérience, ou de l'antériorité laïque française, peu importe les termes qu'on utilise, il y a aussi un deuxième élément qui est important, c'est la construction d'une laïcité à partir du paradigme universaliste. La laïcité est considérée comme une des composantes nécessaires de l'universalisme de la raison des Lumières. Donc la laïcité passe nécessairement par une façon de penser. Bien sûr qu'elle passe par une façon de penser. Mais c'est une façon de penser qui n'est pas exclusive, qui est alternative par rapport aux autres façons de penser. J'ai toujours en tête la fameuse formule, je crois que c'est d'Averroès qui disait « Moi, je peux être à la fois croyant et philosophe. Je n'ai pas de problème à utiliser la foi d'un côté et ma raison de l'autre. » Alors, est-ce que c'est possible ou pas? Bon, moi, j'ai plutôt tendance à utiliser ma raison, mais chacun se débrouille avec, hein, en quelque sorte. Sauf qu'il y a l'idée que la démarche laïque n'est pas possible si elle ne s'épaule pas principalement sur ce principe de l'universalisme des Lumières, un peu théorique, un peu artificiel, indispensable certes. Enfin, je pense que nous ne serions pas ce que nous sommes si nous n'étions pas passés par l'affranchissement qu'a permis l'universalisme, mais en même temps, on va voir qu'il n'est peut-être pas suffisant pour régler toutes les difficultés. La question de l'islam, en réalité, dans ce pays qui pose la séparation en 1905, qui reste éclairé par le principe d'universalisme, la question de l'islam ne va pas réellement se poser avant la fin du deuxième conflit mondial. Mosquée de Paris, enfin, il y a les musulmans, il y a les bons musulmans qui participent à la défense, qui versent leur sang pour la République, auquel on accorde l'avantage que représente le financement partiellement public de la mosquée de Paris. Mais les musulmans, ce sont principalement pour les Français des ressortissants des colonies. Et la question va se poser avec la décolonisation, ou à partir de la décolonisation. Elle va se poser à partir de la décolonisation parce que le musulman, le colonisé, mais colonisé musulman aussi, enfin, il y a une liaison qui s'établit entre les deux, c'est aussi l'adversaire de la présence coloniale française. S'opère une affirmation qui va se traduire par les indépendances, d'une capacité à vouloir se structurer de façon autonome pour les pays anciennement colonisés. L'affranchissement se fait, mais il se fait dans une relative douleur, notamment du fait du conflit algérien, qui est l'exemple d'une colonisation ratée et d'une décolonisation ratée. Je pense que le ratage est un ratage en amont et en aval en ce qui concerne l'Algérie. Et avec cette proximité qui était celle des départements des Algériens avec la République. C'était la République, les départements algériens. On était dans l'espace républicain français. Donc la décolonisation, faisant suite à la colonisation, va commencer à créer des représentations, là aussi, un petit peu particulières. À la fois de la part des anciens colonisés, de la part des anciens colonisateurs. À quoi va s'ajouter très rapidement le phénomène de l'immigration? Vers quel pays migrent les anciens colonisés dès lors qu'ils veulent chercher du travail? Vers quel pays les entreprises françaises vont-elles chercher de la main-d'œuvre, notamment les entreprises de l'automobile, enfin les entreprises à forte main-d'œuvre? Vers des pays qui auront des populations qui parlent français, qui ont eu des rapports avec la République. Et on voit arriver une population importante issue Algérie, Maroc, Tunisie, ensuite Afrique subsaharienne. En fait, il y a toute une chronologie de l'immigration. Au départ, à bas bruit. C'est une population immigrée qui vient pour travailler et qui ne se pose pas le problème de sa reconnaissance dans l'espace républicain. Qui fait silence sur ses revendications religieuses, qui n'abandonne pas ses pratiques, mais qui survalorise
le lien économique qui s'établit avec les acteurs économiques de l'espace républicain, mais qui ne pose pas de questions aux principes qui gouvernent la construction républicaine. Les difficultés vont apparaître à partir du moment où des générations nouvelles vont apparaître, qui cette fois-ci seront souvent des générations françaises. Des Français comme tout le monde, si je puis dire. Des Français à égalité de droits avec les autres Français. À égalité de tous les droits. Les hommes naissent et demeurent libres et grands droits, on le savait depuis 1789, mais qui par ailleurs bénéficient à égalité du patrimoine juridique que chaque citoyen français est en mesure d'utiliser. Enfin, c'est du moins ce qu'écrivent les textes, ce que disent les textes. C'est pas ce que la pratique va révéler. Et on va s'apercevoir que, on en parlait à ce moment-là, des ratés de l'intégration républicaine. J'ai vu un nouveau terme apparaître récemment, de l'insertion. Je ne sais pas ce que ça veut dire, républicaine, mais je sais qu'un de nos ministres l'utilise. L'insertion républicaine. Je connaissais l'insertion par l'économie ou par le social, mais je ne savais pas que l'insertion pouvait également avoir du sens lorsqu'on parlait des principes, peu importe. L'intégration républicaine. Le partage des valeurs républicaines, mais à égalité de droit. Et donc, parmi le partage des valeurs républicaines, bien sûr, le partage du principe de laïcité. Mais à condition d'en faire une lecture complète du principe de laïcité. À condition de savoir que la laïcité, c'est pas simplement l'article 2 de la loi de 1905. La République ne reconnaît une salariée ni une subvention aucun culte. C'est l'article aussi premier. S'il est premier, c'est peut-être qu'il est prioritaire par rapport à l'article 2, qui nous indique que la République garantit le libre exercice des cultes sous les seules limites et réserves de l'ordre public. Garantie. Ça veut dire quoi, garantir? Ça signifie que la République, lorsque les pratiquants d'un culte se trouvent en difficulté de l'exercer, doit, je ne dis pas mettre la main à la poche, c'est pas comme ça que la question se pose, mais doit créer les conditions pour que la pratique du culte soit possible. Non seulement que la pratique du culte soit possible, mais que les pratiques cultuelles, dès lors qu'elles ne démentent pas ou ne fracassent pas l'ordre public, soient également susceptibles d'être mises en œuvre, sur le terrain alimentaire, sur le terrain vestimentaire. Tout ça fait partie de l'article 1er de la loi de 1905. Sauf que, pour des raisons diverses et variées, ces populations ont été traitées sous l'éclairage de l'article 2 de la loi de 1905. La République omettant... Alors, elle n'omet pas à l'égard des autres cultes. Les vieux cultes reconnus, ils n'ont pas de problème. L'Église catholique, on sait comment l'histoire l'a doté. Les cultes protestants et la religion juive, elles peuvent dire merci, ces religions, au Concordat. Et le Concordat les a dotés sur le terrain immobilier. Les cultes nouvellement pratiqués, quelle que soit leur ancienneté, n'ont pas bénéficié de cette largesse de l'État français. Je ne parle pas de la République, de l'État français, ou de l'histoire française. Et ces populations ont eu un petit peu le sentiment qu'il y avait dans le discours de l'intégration républicaine une part de mensonge. Et que face au mensonge, lorsqu'on a été à égalité de droit, on utilise les possibilités qu'offre l'arsenal de la contestation républicaine. Et l'un des arsenaux qui existent, ce n'est pas uniquement les musulmans qui l'utilisent, les bonnets rouges l'utilisent aujourd'hui, c'est la valorisation de l'identité, en disant « nous sommes ce que nous sommes ». Et si tant est que ce que nous sommes vous dérange, on va vous démontrer ce que nous sommes, en soulignant les manques que notre pratique religieuse est susceptible de connaître. On a assisté, on pourrait presque dire, non pas à une réislamisation des populations musulmanes, mais à la manifestation, et on le voit d'ailleurs très bien aujourd'hui, il y a quantité de jeunes des banlieues qui fumaient du shit, qui buvaient de l'alcool, qui avaient des pratiques, je
pas naturelles, normales, mais enfin des pratiques générationnelles. Hein, on n'appelle pas les mêmes aux mêmes âges, mais bon, qui étaient des pratiques de génération. Ils ont considéré que ces pratiques de génération, la meilleure façon pour eux de démontrer la stigmatisation dont ils étaient victimes, il fallait qu'ils les abandonnent et qu'ils se posent en musulmans repérables. Repérables par leurs mots, repérables par leurs attitudes, repérables par leur comportement, enfin, par tout ce qui fait finalement que, oui, ils ont essayé de lancer une sorte de cri d'alarme à la République en lui disant comme vous avez failli dans l'aptitude à reconnaître la garantie qui nous était due d'une pratique égale du culte, on va vous démontrer que les possibilités qui sont les nôtres d'avoir une affirmation cultuelle importante et interrogative pour vous sont extrêmement nombreuses. Le problème, c'est que la République a réagi bizarrement à l'égard de ce phénomène-là. Elle a réagi bizarrement, d'une part en créant une sorte de regard ou d'approche un petit peu à l'identique de ce qui se joue à l'extérieur des frontières, comme je disais en commençant, archétypale de l'islam, du musulman. Il y a une catégorie du musulman qui s'est mise en place. Ce n'étaient pas les musulmans. Alors c'est vrai que des considérations politiques internationales ont pas mal aidé. Ce qui s'est joué en Algérie en 1992 a été catastrophique. Les événements du 11 septembre l'ont été aussi à leur façon. Le débat sur le choc des civilisations, je n'en dis rien. On sait très exactement ce qu'en font certains aujourd'hui. On peut ajouter aussi que l'irrésolution du conflit du Proche-Orient n'a pas facilité les choses, l'occupation permanente de Jérusalem-Est, etc., etc. Enfin, en réalité, la jonction entre le dedans et le dehors a fait qu'une équation extrêmement inquiétante s'est établie. Arabes, musulmans, terroristes. Pas de la part de tout le monde, mais des équivalences s'établissaient entre des catégories qui n'avaient rien à voir entre elles et des réalités qui n'avaient rien à voir entre elles. D'autant que certains symptômes à ce moment-là se sont manifestés, alors en amont ou en aval. L'affaire du voile à Creil en 1989. L'affaire du voile intégral à Nantes en 2009. Puis toute une série d'autres phénomènes un peu de même nature. En clair, on a eu le sentiment que ce qui progressivement s'imposait, c'était une approche de l'islam en termes de visibilité. Un peu comme chez Tartuffe. Cachez-moi ce sein que je ne saurais voir. C'est cachez-moi ce symbole ou cette expression religieuse. Alors, il y a eu aussi la question de la restauration scolaire. Enfin, finalement, bien sûr la pratique du culte. Fallait-il construire des mosquées? Fallait-il mettre un terme aux prières de rue? Fallait-il mettre un terme à l'islam des caves? Je ne dis pas que la question a été résolue, mais elle s'est traitée. Ici bien, ailleurs plutôt mal. Mais les idées ont un petit peu évolué en la matière, les carrés confessionnels, tout ça. Bon, tout ce qui relève de la pratique du culte au sens étroit du terme, les autres cultes ont aidé. En quelque sorte, il y a eu une sorte de jonction des confessionnalités qui fait que on a réussi à traiter à peu près, normalement, la question de la pratique du culte au sens étroit du terme. Mais par contre, les pratiques cultuelles ont été très rapidement, vues de l'extérieur, culturalisées. Et on s'est demandé si l'identité culturelle française pouvait admettre que l'on portât le voile à l'école,
le voile intégral dans la rue, que l'on puisse revendiquer de ne pas manger du porc à l'école, dans la cantine, que l'on puisse éventuellement revendiquer une nourriture halal, cachère, dans la restauration collective. Et toutes ces manifestations ont été progressivement vécues comme étant une atteinte à quelque chose qui émergeait de plus en plus, qui était l'identité nationale. L'identité christiano-centrée, mais l'identité nationale. Avec ce débat catastrophique qui a eu lieu il y a quelques années en France autour de cette question, mais qui a amené sur le terrain de la laïcité un vrai changement avec l'apparition d'une laïcité d'interdiction. On pensait jusqu'à présent que la laïcité, c'était une démarche émancipatrice. Les textes antérieurs l'avaient démontré. Et on se rendait compte de plus en plus que si on souhaitait avancer sur le terrain de l'émancipation, ça semblait de plus en plus difficile. Si par contre, on souhaitait, comme Tartuffe, cacher tous ces symptômes qui dérangeaient, c'était beaucoup plus simple. Fallait-il avancer sur le terrain de l'émancipation? Ça paraissait de plus en plus compliqué. Il restait un combat laïque à conduire. Et je vous donnerai un seul exemple, c'est le débat sur le mariage pour tous. Remarquable loi laïque, mais dont vous avez vu comment elle se heurtait aux confessionnalités. En clair, lorsque la laïcité, on voulait faire produire les effets émancipateurs qu'ont souhaité notamment les législateurs de 1905, Jaurès, Briand, Francis de Pressensé, c'est compliqué, il y a un raidissement identitaire qui s'opère. Lorsqu'au contraire, on souhaite purger la société de ce qui dérange, on souhaite purger le regard de ce qui dérange, là par contre, le recours à la loi devient une sorte presque de mot d'ordre. Avec un changement également dans l'approche de ce qui dérange le regard. Ce qui aujourd'hui est très souvent en cause de la part de ces néo-laïcs, je reviendrai sur la façon dont on peut les identifier, c'est bien sûr le regard, mais on sait de ce qu'il y a derrière le regard, mais surtout ce qui les préoccupe, et je l'évoquais tout à l'heure, c'est ce qui est de l'univers du visible. En clair, pour résumer les choses, ils sont beaucoup plus préoccupés de ce qu'il y a sur les têtes que ce qu'il y a dans les têtes. Et même parfois, ce qu'il y a dans les têtes les intéresse. Je vous rappelle le rôle des grands frères. En clair, si on peut leur demander de pacifier, au nom des valeurs les plus intégristes qui soient, les quartiers français, ça leur pose aucun problème. Si on fait jouer à la conviction un rôle de police, tout le monde est prêt, dans ces néo-laïcs, à l'accepter. Je ne dis pas de la part de tout le monde. Les laïcs de toujours n'ont pas ce type de préoccupation. Lorsqu'au contraire se pose la question de ce qui dérange visuellement, le symptôme en quelque sorte, l'interdiction devient la démarche la plus immédiate. On l'a vu aussi récemment avec l'histoire de la crèche Babylou. Réponse à l'arrêt de la Cour de cassation, une loi sur la petite enfance. On sait que ça ne sert à rien, ces lois-là. Enfin, on sait que ça ne sert à rien. On voit que ça ne sert à rien. D'une part, on se rend compte que ce type de législation a une double fonction. D'abord, de stigmatisation de la communauté musulmane dans sa globalité. Et d'autre part, ce sont des lois qui, pour ceux qui souhaitent en découdre avec la République, parce qu'il y en a quelques-uns qui souhaitent en découdre avec la République, forgent de nouvelles antigones qui se mettent en situation d'opposer la légitimité républicaine à la légitimité religieuse qui est la leur. Or, c'est qui ces néo-laïcs? Ces laïcs du lendemain. Ces laïcs du lendemain, vous en trouviez certains dans les cortèges de la manif pour tous. Hein. Ils étaient laïcs contre les musulmans, mais ils étaient anti-laïcs contre le mariage pour tous. Hein. Ils savaient discriminer leurs engagements. Je n'en ai jamais rencontré dans les cortèges qui, éventuellement, continuent aujourd'hui de se battre
pour l'école républicaine et continuent de considérer que le dualisme scolaire peut poser problème. Ils ne sont jamais là, ils sont là pour défendre l'école privée. Hein, donc, vous ne les verrez jamais que dans les cortèges où, exprimant ces revendications particulières, d'une purification visuelle de l'espace soumis à leur regard. Ils ignorent souvent que lorsqu'on soigne un symptôme, en fait, la maladie, on ne la soigne pas. Donc, il ferait mieux de se préoccuper du fond des choses, beaucoup plus que de l'écume des choses. Et il y a, me semble-t-il, deux catégories de néo-laïcs. Ce que j'appellerais d'abord les laïcs du repentir. Les laïcs modèle discours du Latran. Hein, c'est les laïcs du repentir. Oui, bien sûr, il a bien fallu, parce que la République était là, accepter que les choses se fassent ou plutôt se défassent. Mais il n'en reste pas moins vrai que la vérité du prêtre, du curé ou du pasteur est largement supérieure à celle de l'instituteur. C'est quasiment le même mot que ceux d'Adolphe Thiers en 1850 dans le débat sur la loi Fallou. Il n'y a pas de grande invention dans l'esprit du Latran. Et c'est également un discours qui vise à dire qu'il ne faudrait bien évidemment pas, bien que nous soyons laïcs, que nous oublions les mauvaises manières qui ont été faites à l'égard essentiellement de la religion dominante. Hein, c'est cette fameuse religion de la connivence idéologique encore en 1905. Donc les laïcs du repentir. Une sorte de catholaïcité qui subsiste sur l'âge. Puis une deuxième catégorie beaucoup plus dangereuse, c'est les laïcs identitaires, les laïcs de l'éradication, qui considèrent que tout ce qui est de nature à troubler la façon dont ils conçoivent une identité nationale racornie, refermée sur elle-même, considèrent que tout cela doit être renvoyé, éteint, doit disparaître. Il ne s'agit pas de renvoyer tous les gens à la mer, hein. Mais, encore que certains aient pu le dire ou l'affirmer, je pense en particulier au mouvement politique le plus laïco-identitaire actuel qu'est le Front National, mais à tout le moins que ceux qui souhaiteraient rester fassent acte de capitulation, capitulent devant cette identité républicaine. Et donc on a aujourd'hui une situation un peu paradoxale, celle d'un discours laïque assez largement approprié, instrumentalisé par ces laïcs du lendemain, au service d'une véritable croisade essentiellement anti-musulmane, qui se double d'un fétichisme de la loi, visant à chaque fois que le regard est affecté par quelque chose qui les dérange, à se livrer à une logique d'interdiction. Alors comment peut-on tenter de réagir face à un tel phénomène ? Je pense d'abord que pour réagir, il faut être en capacité de rappeler un certain nombre d'éléments fondateurs qui sont à la base du principe de laïcité tel qu'il a éclos et s'est développé dans l'espace républicain. Et rappeler au moins deux réalités qui évitent de se sentir en situation d'agresser, incapable d'articuler une réponse. Le premier des liens, me semble-t-il, importants à établir, c'est celui entre démocratie et laïcité. Je pense qu'à l'heure actuelle, il faut marteler de façon importante, ici et ailleurs, qu'il ne peut y avoir de laïcité que dans le respect des principes démocratiques. Et que toute démarche attentatoire aux principes démocratiques est par principe une démarche affectant l'aptitude d'une société à intégrer ou à pratiquer le principe de laïcité. Il ne s'agit pas de donner les leçons à nos amis tunisiens, autres, mais il faut avoir le courage aussi de dire des choses de temps en temps. Mais il faut le dire aussi ici, en soulignant que c'est souvent par tropisme antidémocratique que les laïcs du lendemain
sont de faux laïcs et travestissent le principe de laïcité. Il faut en deuxième lieu rappeler également, ça c'est de l'ordre des rappels, que la laïcité est une liberté publique, que la laïcité fait partie de l'univers des libertés publiques, que la laïcité c'est pas un principe de nature à purger la société de ce qui à un moment ou à un autre pourrait troubler soit une identité, soit un regard. J'irai même plus loin. C'est une liberté publique d'autant plus efficiente et d'autant plus nécessaire que la société est plurielle et diverse. Une société homogène, au sein de laquelle tout le monde est à peu près d'accord sur les principes qui gouvernent la vie sociale, je ne dirais pas que la laïcité est inutile, mais elle est commode et confortable. C'est lorsqu'une société est devenue complexe, parce que multiculturelle et donc confrontée à l'exigence de l'interculturalité, et non pas nécessairement du multiculturalisme, mais de l'interculturalité, donc de la confrontation, du dialogue entre les cultures, qu'à ce moment-là, le principe de laïcité est important. Et il est important précisément comme composante des libertés publiques, et non pas comme instrument d'interdiction. Alors comment faire que ces principes puissent rester pertinents et comment aller un peu plus loin dans la réponse que l'on doit articuler à l'encontre de ce qui instrumentalise la laïcité. Il me semble que deux questions ici méritent d'être débattues. La première, et cela a été évoqué par votre président, est relative à la séparation entre l'espace public et l'espace privé, ou entre la sphère publique et la sphère privée. Vous connaissez le discours. Il est simple. Il est beau comme de l'antique. Il y aurait une sphère privée qui serait saturée de convictionnalité, où chacun pourrait s'ébrouer, faire les pieds au mur, prier qui il veut, inventer une religion. L'espace public d'une parfaite neutralité. Alors d'abord, je défie qui que ce soit, en quelques mots, de définir l'un et l'autre. C'est quoi l'espace public, c'est quoi l'espace privé ? Est-ce qu'il y a une définition unique de l'un et de l'autre ? Alors on peut d'abord, parce qu'on connaît bien Jürgen Habermas, évoquer la définition qu'il donne de l'espace public. Il dit une chose intéressante, Habermas. Il dit l'espace public, c'est un lieu où s'échangent des intersubjectivités raisonnées. C'est compliqué comme formule, mais ça dit bien les choses. Ça signifie que lorsqu'on entre dans l'espace public, qu'il considère comme l'espace du débat, l'agora en quelque sorte, il n'y a pas un vestiaire dans lequel on mettrait son sac à dos, le sac à dos de ses convictions. On y entre avec ce qu'on pense. Et il vaut mieux. Un espace public habermasien où se mettrait en situation de discuter des eunuques intellectuels ou des eunuques convictionnels qui auraient abandonné tout ce qu'ils pensent, considérant qu'il doit être neutre, rendrait impossible le débat. Donc l'espace public habermasien, alors il est théorique celui-là, il est artificiel, mais il faut quand même en tenir compte de l'espace public habermasien. C'est quand même l'espace public de la société civile, l'espace public habermasien. Il est le lieu où s'échangent des intersubjectivités, le terme est quand même parlant. On y arrive avec ce qu'on est. On parle de quelque part dans l'espace public. Raisonner. L'arbitrage de la raison et l'arbitrage final du vote démocratique, bien sûr. Donc, il n'y a pas une vraie étanchéité entre l'espace privé où on construit ce que l'on pense et l'espace public où on débat ce que l'on pense. Mais pour le reste, il y a une dimension physique de l'espace public. Alors là, c'est pas simple non plus. Il y a un très beau travail d'ailleurs là-dessus de Thierry Pacaud, un petit ouvrage que je vous conseille de lire, publié dans la collection La Découverte, qui s'appelle Espace public.
Alors, je cite quelques extraits d'ailleurs dans mon ouvrage, parce que je trouve que ce qu'il dit est très bien écrit. Et il démontre que, là aussi, c'est compliqué, l'espace public de l'espace privé, de les distinguer. Le hall de l'immeuble, c'est public ou c'est privé? C'est sûrement privé au sens du droit. Mais est-ce que c'est pas un peu public? Les gens s'y rencontrent. Donc il y a à l'évidence des passerelles entre le public et le privé. Et puis en même temps, et au-delà, est-ce que ce qui relève du statut privé de l'individu, on n'a pas un regard à y jeter au nom de l'ordre public? Question du mariage, par exemple. Pourquoi le Code civil interdit-il la polygamie, etc., etc. Pourquoi dit-il qu'il faut avoir 18 ans? Enfin, je n'entre pas dans le détail, je ne vais pas vous lire tous les articles du Code civil sur le mariage. Mais il y a un ordre public matrimonial. Qu'est-ce qu'il y a de plus privé que le mariage? Il y a un ordre public de la filiation. Donc, entre l'intime et l'extime, il y a des zones grises, des zones d'ombre. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait avoir l'intelligence de considérer que, d'une part, la distinction est beaucoup plus relative qu'on ne le pense, et l'affirmation de la prétendue neutralité de l'espace public doit être sinon reconsidérée, du moins interrogée. Qu'est-ce qui doit être neutre? C'est l'espace. Oui, bien sûr. Mais est-ce que la neutralité de l'espace public implique la neutralisation des publics? J'évoquais la formule habermasienne, non? La neutralité de l'espace permet la possibilité pour chacun de s'exprimer. Donc aujourd'hui, avancer l'idée que c'est la neutralité de l'espace public qui justifie les mesures diverses et variées qui sont prises de nature à faire taire la visibilité de l'islam est intellectuellement une escroquerie. Mais l'escroquerie, on ne peut la démonter que si on a le courage de revisiter une distinction complexe entre espace public et espace privé. Sur le terrain, je pense que chacun des mots, chacun des concepts, chacun des éléments de définition doit être reconsidéré. Il y a un deuxième élément, me semble-t-il, à mettre en débat, qui est la question de l'universel. C'est un débat complexe sur l'universel. Alors, je ne me livrerai pas à une analyse du travail effectué par la postmodernité sur l'universel des Lumières. Simplement cette remarque d'Iridienne. L'universel, c'est une mythologie blanche. Oui, bien sûr. Enfin, il est théorisé blanche et hétérosexuelle. C'est ça l'universel. Ça ne veut pas dire que l'universel des Lumières soit négligeable. C'est une avancée formidable. Mais je lisais récemment une interview d'Elisabeth Badinter, j'avais envie de lui répondre. Enfin, une interview qui était donnée au journal Le Soir, où elle vantait les mérites de l'universel. Je suis prêt à vanter de la même façon qu'elle les mérites philosophiques de l'universel des Lumières, les mérites de l'universel de la raison. Mais à quoi il nous sert l'universel des Lumières? Est-ce que sa surplombance est de nature à nous affranchir d'une interrogation sur le multiculturalisme? Non. Sur l'existence d'identité. Ça renvoie d'ailleurs au débat sur l'espace public. C'est à peu près le même débat, le débat sur l'universel, mais pris de façon différente. Et je voudrais vous inviter à une réflexion qui, sans rien abandonner de l'universel, peut être de nature à lui offrir un utile complément qui, peut-être, nous permettrait d'avancer en direction d'une approche apaisée de la mise à distance du religieux dans une société rendue complexe par sa multiculturalité. Si l'analyse sont les travaux de François Julien. Vous connaissez, je pense, François Julien. Il est peut-être venu ici, enfin c'est quelqu'un d'important, alors important à plus d'un titre. Important parce qu'il a un pied ici, un pied là, à plus d'un titre. Il est sinologue et philosophe, il est
il a une parfaite connaissance de la philosophie grecque antique et il a une parfaite connaissance de la philosophie chinoise également. Mais au-delà de ses connaissances des univers, il y a 2 ouvrages de lui récemment où il a, à sa façon, un peu complexe, tenté d'aborder le sujet. Et sûrement l'ouvrage dans lequel il a été le plus loin, parce qu'il est très pédagogue et rapide, c'est la leçon inaugurale qu'il a prononcée sur la chaire de l'altérité à la Maison des sciences de l'homme. Et ça a été publié chez Galilée et ça s'appelle L'écart et l'antre. Alors il part d'une idée. Alors, l'écart et l'antre. Alors il y a des éléments de sa démonstration peut-être qui méritent d'être appliqués à la laïcité. Je ne dis pas qu'il faut considérer la pensée extrêmement compliquée et diverse de Franck Julien, mais dans cette ouvrage j'ai trouvé des éléments intéressants pour interpeller la question de l'universel. Il dit aujourd'hui ce qui pose problème, c'est pas l'universel. Ou plus précisément, on est confronté à ce que je résumerai dans l'idée de l'universel orgueilleux, d'un côté, et d'un relativisme paresseux, de l'autre. Une sorte de chien crevé au fil de l'eau. La société telle qu'elle est, donc, on tend un miroir, on regarde ce que le miroir nous donne, et on fait avec. Et entre la paresse et l'orgueil, il évoque l'idée de la recherche du commun. Il dit ce qui est important aujourd'hui, c'est à partir de ce que nous sommes, de définir ce qui nous est commun. Et ce qui nous est commun, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. Mais ce qui nous est commun, on ne peut le construire qu'à partir de ce que nous sommes. D'où l'importance d'une démarche de l'interculturalité, qui, sans renvoyer chacun à son identité, tout en sachant qu'elle existe, sans essayer de définir une sorte d'identité commune devant laquelle chacun devrait capituler, tout le travail consiste à travailler ce qui est entre nous, les écarts qui nous séparent. Non pas nécessairement pour les valoriser, mais pour savoir ce qui, à partir de l'analyse de ces écarts, permet de définir du commun, c'est-à-dire les conditions d'un vivre ensemble, dans un espace politique, social, historique déterminé. Il ne rejette pas l'idée que, au-dessus de ce commun, qui est un commun évolutif, changeant, translatif, parce que les sociétés changent. Le commun n'est pas le même aujourd'hui que celui qui pouvait prévaloir, ou qui aurait pu prévaloir, si on avait raisonné de cette façon-là, en 1789. Mais incontestablement, c'est à partir de la pluralité sociale qu'on peut essayer de construire les éléments d'un vivre ensemble. Alors, des éléments d'un vivre ensemble qui amènent chacun à l'anéantissement partiel ou la relativisation partielle de ce qu'il estime essentiel. Donc, il y a tout un travail aussi de soi sur soi que l'antre impose de mettre en œuvre. Mais il me semble que si nous n'avons pas le courage de passer par là, la seule réponse qui risque d'être administrée, c'est précisément celle de l'identité. Et si nous souhaitons dissoudre l'identité avec son caractère racornissant et dévastateur, il faut admettre que nous sommes différents, que ces différences sont des éléments qui font partie du débat, et que le pacte à la fois social et politique doit reposer sur non pas un minimum commun construit conjoncturellement à un moment déterminé, mais par un commun construit, arbitré par l'outil de la raison, parce que je pense qu'on ne peut pas faire autrement, mais qui n'amène personne à se sentir orphelin de ce qu'il est.
C'est un petit peu donc les éléments de réflexion sur lesquels je voudrais terminer. Alors, le débat est ouvert maintenant. Je vais être un petit peu long, mais c'est une question complexe à laquelle des réponses simplistes ne sont pas évidentes à apporter. Merci.